des abuseurs d'animaux, des tueurs de famille, des guerriers brûlant des villages, des fanatiques génocidaires, des esclavagistes, des gangsters meurtriers, des escrocs assoiffés de pouvoir, des créatures démoniaques de tout type. Bienvenue dans le lieu le plus Magic Honor. Aujourd'hui, nous classons chaque méchant de l'animation Disney du mal au plus mal. Partie préférée du jeu. Nous commencerons, comme toujours, par les méchants qui ont réussi, à des degrés divers, à basculer du côté du bien. Ce sont les antagonistes rachetés. Notre choix pour l'antagoniste Disney le plus pur de cœur doit être Kronk, l'ancien acolyte d'Yzma. Malgré son manque d'intelligence, Kronk compense par sa grande générosité. Malgré son désir d'aider Yzma à empoisonner l'empereur Kuzco, la conscience de Kronk l'a empêché de finir le travail. Les deux sont devenus amis malgré ce contretemps. En plus d'être un gars généralement agréable, la vie de Kronk prend un tournant complet une fois qu'il décide de couper les ponts avec Yzma. Il devient chef cuisinier et chef scout pour les jeunes Tamia, devenant un ami très apprécié de toute sa communauté pour sa volonté d'aider à peu près n'importe qui pour à peu près n'importe quoi. Il est prêt à donner une seconde chance à Yzma quand elle prétend s'être amendée. Lorsqu'il découvre qu'elle l'a utilisée pour escroquer des personnes âgées, il révèle rapidement la vérité à ses amis. La naïveté de Kronk lui vaut la médaille du pêcheur de Darwin, mais son grand cœur lui vaut un pouce levé en tant que le plus bon des méchants rachetés de Disney. Nous ne parlerons pas de Bruno aujourd'hui, mais du mauvais traitement qu'Abuela Alma lui a fait subir. Il est facile de détester Alma, surtout si vous avez eu une relation familiale difficile. Se distancer de sa petite fille parce qu'elle n'a pas été bénie avec un don est assez froid en soi. De plus, elle est responsable de l'aliénation de Bruno de la famille, simplement parce que son don de prophétie était impopulaire. Malgré sa méchanceté, Alma a dû affronter d'innombrables traumatismes au cours de son existence. Désespérée de protéger les miracles familiaux, elle craint de les perdre comme son mari, la rendant insensible à cause de ce traumatisme. Regarde autour. Nous devons protéger notre famille. Notre encanto. Elle tire sa leçon à la fin, se réconciliant avec Bruno et Mirabel, donc nous allons lui donner un peu de marge en tenant compte de son traumatisme et de sa rédemption. Tout comme le fait de se qualifier à peine comme un méchant, Dinaï de Frère Ours est le prochain exemple. De nombreux films Disney mettent en scène des braconniers malveillants, mais heureusement Dinaï ne s'abaisse pas autant que la plupart d'entre eux. Il ne tue pas pour le sport ou le plaisir, le gars en veut seulement à l'ours qui a tué ses frères. Ou plus précisément, l'ours qu'il pense avoir tué ses frères. Ne sachant pas que son frère Kenai a été transformé en ours, il le chasse pendant la majeure partie du film et lorsqu'il réalise la vérité, il accepte Kenai tel qu'il est. Il sera toujours mon petit frère. Même quand il décide de devenir un ours à vie pour se racheter d'avoir tué la mère de Dakota dans un accès de colère. Mis à part cela, son pire acte est littéralement de taquiner son petit frère, ce qui n'est rien comparé à la majorité des malades dont nous allons parler aujourd'hui. L'arc de rédemption d'Ebenezer Scrooge dans Un chant de Noël est l'un des plus emblématiques, et compte tenu de son importance dans l'univers de Mickey Mouse, il mérite d'être mentionné. Bien que commençant comme un personnage détestable qui hait les vacances et forcerait ses employés à travailler à Noël, la visite des 3 fantômes lui montrant à quel point il gâche potentiellement sa vie suffit à lui faire retrouver ses esprits. Après cela, Scrooge devient généreux et compatissant, s'excusant pour ses méfaits et étant accueilli par la même famille qu'il avait maltraité plus tôt dans le film. Ceci n'est qu'une pensée en passant, mais je ne suis pas sûr de l'éthique qu'un canard a à offrir une dinde cuite en cadeau. Dans tous les cas, cependant, Namari de Raya et le dernier dragon fait de même en se réconciliant avec ses victimes. Comme presque tout le monde dans le film, Namari est extrêmement sceptique et trompeuse, prête à tout pour mettre la main sur la gemme du dragon pour sa région de Feng. Le pire acte de Namari a été de trahir la confiance de Raya quand elles étaient enfants pour voler la gemme. Malgré la méchanceté, il ne s'agissait pas d'une amitié de longue date. Elles ne se connaissaient littéralement pas depuis 1 heure quand cela s'est produit. Finalement, elle aide à sauver l'humanité des Drunes en remettant la gemme du dragon, permettant au monde de se réunir à nouveau. Elle avait certainement le potentiel pour être une menace plus grande, et honnêtement, elle aurait été un personnage plus intéressant si c'était le cas, mais ce n'est pas une super vilaine folle ou quoi que ce soit. Une enfant plongée dans un monde douteux et sombre, empli de trahison et de guerre. Elle a fait quelques erreurs, mais est toujours restée une bonne personne. Passons maintenant aux personnages ayant mal agi pour de bonnes raisons. Les extraterrestres de Chicken Little. Il est bien connu qu'une mère ours fera tout pour protéger ses petits, mais même les extraterrestres peuvent avoir des instincts parentaux assez forts. Bien que Chicken Little avait raison à propos du ciel qui tombe, son inquiétude sur le fait que les extraterrestres voulaient détruire leur planète était en réalité un malentendu. Il s'avère qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre perdu la trace de leur fils, Kirby. Cela n'excuse pas les multiples actes de tentatives de meurtre, de torture et de terrorisme qu'ils ont commis. Il convient de noter que ces gars voulaient juste sauver l'un des leurs, et l'un des plus vulnérables qui soit.
Au final, ils étaient heureux de nettoyer leur désordre et de laisser la Terre tranquille après avoir récupéré leur garçon, montrant l'absence de malveillance de ces extraterrestres. Désolé pour cette histoire d'invasion à grande échelle, malgré le manque de bonne communication. Ils le détestaient tous. Mais nous ne l'avons pas fait. Goob montre que ruminer le passé est terrible pour la santé mentale. La défaite de l'équipe de baseball de Goob due au manque de sommeil causé par Lewis a entraîné une sévère correction de la part de ses coéquipiers déçus. Cela l'a conduit à être encouragé par un type bizarre avec un chapeau de bowling, toujours pas sûr de qui il s'agit, à ne jamais laisser partir la haine dans son cœur et à la laisser le guider vers tout le mal amer qu'il peut faire. Shigaraki, malgré sa perspective sombre de la vie, Goob n'est pas totalement mauvais. En fait, il est carrément horrifié par le monde dystopique qui découle de la révolte de Doris. Louis finit par racheter le personnage, qui se rachète ainsi à la fin. Après avoir vaincu Doris, qui ne se souciait pas vraiment de Goob, Lewis tente de le faire adopter par sa famille. À la fin, il retourne au match qui a déclenché la méchanceté de Goob, transformant ce L en W et ce psychopathe en un citoyen respectueux des lois. Au moins, probablement, les croix ne comptent pas. Je veux dire, il semblait heureux à la fin. Espérons qu'il n'était pas simplement destiné à essayer de prendre le contrôle du monde de toute façon. Il est discutable de savoir si l'identité de Tika compte ou non, mais cela ne la rend pas moins menaçante. Le démon de lave gigantesque suffit à justifier cette description. Elle serait bien plus bas dans notre liste si elle n'était pas en réalité la déesse bienveillante de Fiti dont le cœur a été volé par des chasseurs de trésors avides de pouvoir, la transformant en une coquille d'elle-même. Une coquille qui est en feu et vraiment en colère. Mais pour sa défense, je serais aussi en colère si on m'arrachait le cœur et le gardait pendant des années. Donc nous lui donnerons une place clémente sur notre liste. De quelqu'un qui a perdu un cœur à 2 personnes qui en ont gagné. Ensuite, nous avons Jumba et Plickly de Lilo et Stitch. Lilo et Stitch est intéressant car il a plusieurs antagonistes, mais pas de véritables méchants. Jumba passe le film à tenter de tuer sa création, mais finit par vouloir l'aider à retrouver sa famille. Que faisons-nous précisément? Sauvetage de Lilo des griffes du capitaine Gantu, malgré le peu de raison de le faire. La bande devient alors une famille, avec Jumba, qui se déguise même en Père Noël à Noël pour surprendre Lilo et Stitch. Oh oui, Plinkly est là aussi. Il était un antagoniste, mais il ne fait rien de vraiment odieux, sauf si on considère la protection des moustiques comme telle. Est-ce ce qu'il m'aime? Hors sujet, mais quelqu'un d'autre savait-il qu'il a le même acteur de voix que le Purple Almighty Telest de Invader Zim? Je trouvais simplement ça cool, sans considération morale. D'accord, je vous comprends, je sais que vous attendez ce gars, laissez tomber, car nous savons tous que Yago mérite justement une place dans ce niveau. Je comprends, Yago était un vrai salaud au début, servant Jafar sans scrupules malgré ses pouvoirs intimidants. Cela n'excuse pas les choses odieuses qu'il était prêt à faire sous ses ordres. Mais dans la suite directe en vidéo du retour de Jafar, Yago parvient effectivement à se réformer après avoir réalisé que Jafar est, vous savez, affreux. C'est un processus lent, permettant à Gilbert Godfrey de faire de nombreux monologues légendaires en chemin. Malgré ses erreurs, Iago parvient à sauver tous les amis d'Aladin d'une exécution certaine. Il n'avait pas à le faire, mais l'a fait. Au final, c'est lui qui vainc Jafar en jetant sa lampe dans la lave. Une rédemption majeure absente du cinéma. Vraiment, Iago a passé le test de rédemption de Gilbert Gottfried. Passons maintenant aux personnages qui ne correspondent pas tout à fait à l'arc de rédemption complet, mais qui sont des méchants sympathiques. Tout d'abord, faisons un voyage à Doofenshmirtz Maléfique Incorporé pour parler du Dr Heinz Doofenshmirtz. On dit constamment que Doof est un antagoniste étonnamment sympathique, surtout pour un gars qui tente régulièrement de commettre des actes de terrorisme, de lavage de cerveau de masse ou simplement des actes d'agacement pour prendre le contrôle de la région triétatique. Parfait, maintenant... Je peux uriner partout dans la région triétatique. Ce brillant inventeur n'est pas si maléfique, juste un homme mesquin et blessé qui doit se défouler sur son ennemi, le platypus agent secret, avant d'être battu et de voir ses plans déjoués. Doof et Perry apprécient sincèrement leur compagnie mutuelle. Le meilleur rôle de Doofenshmirtz est celui de père aimant de Vanessa, à qui il tente d'offrir l'enfance heureuse qu'il n'a pas eue. Doof n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un homme brisé qui a besoin d'un ami palmé à qui se confier. Amos Slade est le prochain méchant braconnier parmi les nombreux présents dans le répertoire Disney. Slade se distingue ici comme l'un des rares qui semble apprendre sa leçon et devient une meilleure personne à la fin du film. Bien qu'il ne soit pas gentil à tous égards, son pire acte est simplement de chasser les animaux pour le sport, et parfois par dépit. C'est toujours mal, notez bien, mais à la fin du film, il semble avoir beaucoup changé après avoir été sauvé par Todd, qui l'épargne ensuite, malgré une occasion assez flagrante de le tuer.
Je pense que de nombreux fans de Disney de longue date seront plus critiques envers le prochain film Bambi où l'homme est le chasseur. L'homme qui n'a même pas de nom n'est clairement pas le méchant Disney le plus complexe et développé. Il est surtout connu, en réalité uniquement, pour être le chasseur qui a tué la mère de Bambi. Malgré son ignorance du traumatisme qu'il a infligé au théâtre rempli d'enfants, tuer un animal avec un jeune enfant à charge est cruel. Nous ne pouvons donc pas être plus tolérants. J'aimerais qu'on puisse lui en donner encore moins. Si cette vidéo ne vous a pas encore accroché, pas de panique. Le capitaine Crochet arrive. L'ennemi juré de Peter Pan est l'un des méchants les plus aimés de Disney de tous les temps. Et une des raisons à cela est le simple fait qu'il représente une menace légère et à petite échelle. Même en voyant Crochet comme un vieil homme se vengeant d'un enfant, il n'est pas si mauvais. Peter a contribué à la perte de sa main alors qu'il cherchait simplement un trésor. Et qui n'aime pas les trésors? Argent. Une théorie courante suggère que Crochet est également un garçon perdu, soutenu par le fait qu'il apprécie sincèrement ses luttes avec Peter et est attristé quand il pense l'avoir tué. De plus, dans l'histoire originale de Peter Pan, il kidnappait des enfants et les tuait lorsqu'ils atteignaient la puberté. Bref, Crochet n'est pas clairement le méchant dans cette histoire. Même à son pire, il est l'un des rares méchants de Disney qui semble vraiment apprécier ses alliés. La pire façon de le décrire serait de dire qu'il est un gamin capricieux dans un corps d'adulte. Ensuite, nous avons le trop zélé capitaine Gontu de Lilo et Stitch. La principale défense de Gontu la plupart du temps est le fait qu'il ne fait que son travail. Certes, il traque Stitch avec l'intention de le démonter, mais c'est parce qu'on lui a dit de le faire à cause du fait que le petit bonhomme est une menace si destructrice. Cependant, suivre simplement les ordres n'est pas une excuse universelle. Gontu est toujours cruel et impitoyable, prêt même à kidnapper Lilo, une enfant humaine, comme en cas pour le voyage de Stitch de retour sur leur planète, ce qui n'était même pas proche d'une partie de son travail. Ce serait comme kidnapper un bébé démoniaque et lui donner un chiot à manger. C'est votre travail, mais ça reste dérangeant. Alors que Gontu est beaucoup plus méchant extérieurement, Pete a une liste plus longue de crimes. La raison est simple, il est essentiellement le premier méchant de Disney, le rival de Mickey Mouse dans de nombreux anciens médias. Bien qu'il faisait des choses vraiment horribles avant, Pete s'est beaucoup adouci avec le temps. Dans un vieux comique, il était même probablement un espion nazi. Alors pourquoi est-il encore si bas ? Eh bien, même s'il est beaucoup moins maléfique dans l'ensemble, et dans certains médias il n'est pas vraiment un antagoniste, Pete reste un imbécile constant, peu importe de quelle version vous parlez. Il a fait de grands progrès, ce qui est positif, mais il lui reste encore du chemin avant de pouvoir quitter cette liste. Robert Callahan, alias Yokai de Les Nouveaux Héros, était un personnage difficile à placer. D'une certaine façon, ce personnage s'est racheté depuis ses débuts. Au dénouement, il paraît se repentir de ses crimes et consent à purger sa peine d'emprisonnement. De plus, dans le spin-off, il regrette ouvertement d'avoir laissé mourir Tadashi et s'excuse auprès de Hiro pour son égoïsme. Je n'ai jamais voulu blesser personne. C'est compréhensible et on ne peut pas reprocher à Cray d'être furieux après avoir soumis sa fille à un test dangereux qui a presque causé sa mort. Cela dit, il a tout de même commis des actes de terrorisme à grande échelle dans ses efforts de vengeance et pour aggraver les choses, il a laissé l'un de ses étudiants les plus dévoués mourir d'une mort qu'il aurait facilement pu éviter. C'était son erreur! Callahan est certainement un méchant, il n'est juste pas trop loin pour être racheté. C'est terminé, Buster, tu es sur la sellette. Désolé, je n'ai pas pu lire ça. Quelle folie de passer d'un méchant de film de bande dessinée littérale à un chien en colère, jaloux. Buster est le genre de gars qui préfère rabaisser son entourage, plutôt que de faire des efforts pour s'améliorer lui-même. On est triste pour lui d'être un chien errant, mais on s'attendrait à ce qu'un ami soit heureux quand son vieux copain trouve l'amour. Au lieu de ça, c'est soit moi, soit elle. Buster s'avère être un individu mesquin et envieux qui finit par perdre ses amis à cause de sa volonté excessive de les garder. Quelle ironie! Quelle situation difficile. J'espère sincèrement qu'il a pu s'extirper des décombres. Mais assez de sympathie et de sentimentalisme, parlons des méchants qui sont mauvais sans être purement maléfiques. Ces méchants sont affreux. D'abord, il y a Edgar, l'un des plus égoïstes de notre liste. Ce majordome dévoué ne voulait qu'une part de l'héritage de son patron, révélant ainsi son vrai caractère. Mais quand il a découvert que Madame Adélaïde laissait tout à ses chats, il a comploté pour s'en débarrasser, pour ainsi dire. Essayer de tuer les animaux de compagnie d'une vieille dame, c'est juste, mec, c'est un tout nouveau niveau de mesquinerie et de méchanceté. Voler une banque causerait moins de dommages qu'à une cible vulnérable. La police a qualifié le travail de professionnel et magistral. Cependant, il s'est avéré être l'œuvre sournoise d'un lâche avide. Cela dit, il fait partie des rares méchants restants qui ne semblent pas être des meurtriers à part entière, ce qui le rend moins maléfique par défaut.
En plus de cela, il est difficile de lui en vouloir d'être énervé que son employeur choisisse de léguer tous ses biens à une bande de chats, qui en réalité ne peuvent pas faire grand-chose avec. D'Alice au Pays des Merveilles, la prochaine est la Reine de Cœur. Ironiquement, le cœur est précisément ce qui manque à cette dame, pour la plupart. Elle semble avoir un certain respect et de l'affection pour son mari, mais à part lui, les gens de son royaume semblent tous parfaitement sains comparés à cette tyranne enfantine. La moindre gêne pour la reine est une sentence de mort, ce qui pourrait justifier une place plus basse. Eh bien, ce qu'il faut savoir sur la Reine de Cœur, c'est que bien qu'elle soit un personnage égoïste et avide, elle n'est pas exactement malveillante. Elle ressemble plutôt à un enfant gâté et capricieux à qui on n'a jamais appris ce que signifie le mot non. Cela n'excuse en rien ses actes, mais la rend moins détestable que d'autres menaces de l'histoire Disney. Lady Tremaine, alias la méchante belle-mère, est l'un des méchants Disney les plus emblématiques. Si vous demandiez aux vilaines belles-sœurs ce qu'elles pensent d'elle, elle pourrait donner un avis plus favorable. Mais en ce qui concerne Cendrillon, elle sait de première main que Tremaine est une figure maternelle, cruelle et vicieuse, qui traite tout enfant qui n'est pas son préféré comme de la poussière sous ses chaussures. Elle ne tire pas de leçons, déterminée à user de tout son pouvoir pour maltraiter son entourage. C'est l'un de ces personnages qui, honnêtement, nous souhaiterions pouvoir classer beaucoup plus bas. Mais malheureusement, les personnages restants parviennent à être encore pires. Le principal méchant de Tarzan, Clayton, est le prochain. Nous sommes-nous rencontrés? Ce gars est un braconnier, purement et simplement. Vous pourriez le regarder et penser qu'il est un antagoniste un peu moins extrême comparé à certains autres méchants de Disney. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais bien que l'ampleur de ses crimes ne soit pas aussi extrême que certains autres, il compense largement cela par sa cruauté globale. Il est prêt à blesser et tuer des animaux sans raison autre que cet argent doux et précieux. J'ai de la chasse à faire. N'imaginez pas que quiconque soit à l'abri de sa ligne de mire. Quiconque se met entre ce gars et son salaire peut facilement être considéré comme une dépense d'entreprise, si vous voyez ce que je veux dire, et être ainsi rayé. Après Clayton, nous avons une bonne vieille rivale, Madame Mime. La magie est une chose dangereuse entre de mauvaises mains, un sentiment que nous verrons beaucoup plus loin, mais bien qu'elle ne soit pas la pire à cet égard, Madame Mime est une méchante pure et dure, ou plutôt une méchante fille. Sa haine du bien et son désir de vaincre le grand sorcier Merlin dans un duel font d'elle une force redoutable, peu importe comment vous la voyez. Contrairement à d'autres méchants, cependant, Madame Mime ne semble pas avoir une ambition mondiale élevée. Elle semble juste être le genre à faire ce qui semble amusant sur le moment. Cela ne l'excuse pas pour ses actes maléfiques, mais cela fait d'elle l'une des méchantes les moins malveillantes, ce qui à ce stade de la liste vaut plus que cela ne devrait probablement l'être. Si vous êtes l'un de ces faibles qui ne mangent que 47 œufs chaque matin, vous feriez mieux de vous éloigner de l'arrogant Gaston. Beau, fort, aimé de tout le village sans raison discernable, Gaston correspond parfaitement au profil d'un prince Disney typique. À l'exception d'une seule différence, c'est un parfait imbécile. C'est un intimidateur qui n'est décent qu'envers ceux qui l'adorent. Même son plus loyal compagnon, le fou, n'est pas à l'abri de son tempérament. Il y a aussi le fait que Gaston est un meurtrier en herbe qui a excité les villageois pour tuer la bête. Sans autre raison que la peur et les préjugés, prouvant qu'il ferait presque tout pour rester en faveur. Gaston était un imbécile arrogant, méritant la médaille du pêcheur d'orgueil, mais il n'atteint pas tout à fait le niveau des pires ennemis de Disney. Mais s'il y a un homme qui peut rivaliser avec son ego, c'est celui qui vous héberge gratuitement dans son royaume sans même vous faire payer de loyer. Le roi Magnifico, malgré son potentiel gâché, demeure indéniablement une figure maléfique. La seule chose plus dangereuse que l'ego de Gaston, c'est son ego dans le corps d'un roi. Magnifico abuse de son pouvoir en exaucant les vœux de manière à ce que la majorité de son peuple ne voit jamais les leurs se réaliser. Décide de ce que tout le monde Mérite. Malgré son apparente raison, il finit par succomber à la magie noire et devient un véritable tyran. Cela le placerait normalement beaucoup plus bas vu qu'il ment constamment à son peuple en leur donnant de faux espoirs. Mais il faut noter que Magnifico a apparemment une assez bonne raison pour agir ainsi. Au début du film, il révèle qu'il a vu de ses propres yeux comment l'exaucement d'un vœu extravagant peut tourner au désastre. Bien que nous ne recevions jamais plus de détails à ce sujet, Magnifico voulait dans une certaine mesure protéger son peuple. Tout ce que je fais est pour m'assurer que cela ne se reproduise jamais. Et il ne s'est révélé être un véritable méchant que lorsqu'il a permis d'ouvrir ce livre maudit, trahissant sa femme et son royaume dans le processus. Dommage, mais Magnifico a choisi et doit maintenant beaucoup réfléchir. Et pour le dernier personnage qui a vraiment des traits sympathiques, ce niveau se termine avec l'artiste vaudou lui-même, le docteur Facilier, l'un des méchants les plus élégants et sournois de Disney. Facilier, un artiste de rue malhonnête, cherche à conclure des marchés en utilisant le pouvoir de ses amis de l'au-delà.
Facilier n'est qu'un personnage maléfique et sournois dans le film, manipulant quiconque pour obtenir ce qu'il désire et rembourser sa dette à l'autre côté. Nous avons conclu un accord. Mais alors qu'il s'est mis dans le pétrin dans lequel il se trouve, nous ne pouvons ignorer le fait qu'à ce stade, le docteur Facilier a essentiellement la menace d'être traîné en enfer qui plane sur sa tête, et c'est une peur qui ferait faire à n'importe qui des choses louches. Cependant, Facilier aurait dû arrêter ce spectacle de magie avide de pouvoir il y a longtemps, car ses amis de l'autre côté n'étaient pas si amicaux si vous nous demandez. Avec ce sac à ordures de magie noire emporté, nous nous rapprochons des méchants presque purement maléfiques. En premier, nous avons l'inévitable méchant politicien, le maire Down Bellwether de Zootopie. Même si la transformation soudaine de ce personnage en méchant a surpris, il faut se rappeler que même les plus gentils peuvent se révéler diaboliques. Bellwether a été maltraité par Lionheart, mais cela ne justifie pas qu'elle drogue d'innombrables prédateurs, les transformant en zombies sans esprit, commettant des crimes odieux et les faisant emprisonner indéfiniment. Elle a fait porter le chapeau à Lionheart pour obtenir le poste de maire, prouvant qu'elle est non seulement raciste, mais aussi une criminelle politique de premier ordre. Nous ne faisons que commencer à ce niveau. Malgré la malveillance du stratagème de Bellwether, tous les prédateurs ne sont pas innocents. Shere Khan du livre de la jungle règne impitoyablement sur la jungle avec une main de fer. Il est si impitoyable qu'il a construit une réputation au point où il lui suffit de jeter un seul regard sur sa proie pour la faire fuir. Alors vous devriez aussi savoir que tout le monde fuit Shere Khan. Si vous êtes humain, entrer dans cette jungle signifie votre perte. Shere Khan se vante de tuer tout humain qui entre sur son territoire, et si vous ne l'aviez pas remarqué, ce n'est pas par désir de protéger les autres animaux. Cependant, tous les animaux n'ont pas besoin d'une grande protection. Prenez par exemple Tamatoa, qui est fortement suggéré comme étant l'une des nombreuses créatures qui ont essayé et échoué à voler le cœur de Te Fiti. Le cœur de Te Fiti. Tamatoa est un vieil ennemi de Maui. Cette boule à facettes crustacée aime être brillante, briller, avoir l'air brillante, et c'est plus une interprétation personnelle, se démarquer grâce à sa brillance. Cela peut ne pas sembler si grave, mais vous devez garder à l'esprit combien de choses il a dû voler pour en arriver là, et combien de personnes il a dû manger sans une seconde pensée pour avoir presque fait la même chose à Moana. Écoute, elle a eu la gentillesse d'écouter ta chanson et c'est comme ça que tu la remercies? Cependant, s'il y a un méchant dont l'amour pour les objets brillants peut rivaliser avec Tamatoa, c'est bien Madame Médusa. Il y a beaucoup d'autres humains avec des plus grands et... Il y a beaucoup d'autres humains avec des plans plus grands et plus méchants que Madame Médusa, qui veut vraiment juste mettre la main sur un diamant particulièrement brillant qui a probablement une sorte de pouvoir mystique attaché à lui. Quoi qu'il en soit, je dois avoir l'œil du diable. Elle est prête à abuser verbalement et à mettre en danger une jeune fille pour atteindre ses objectifs, ce qui la rend méprisable. Seul le mal encore plus grand de ceux en dessous d'elle l'empêche de sombrer davantage. Si nous parlons de méchants qui maltraitent leurs enfants, nous ne pourrions pas oublier Mère Gothel. En effet, cette femme n'est même pas la vraie mère de réponse. Elle l'a kidnappé enfant après avoir découvert les pouvoirs de guérison de ses cheveux, déterminée à l'utiliser comme son secret de jouvence quotidien. Gothel garderait Réponse prisonnière dans une tour, la manipulant à chaque tentative de fuite. C'est sérieusement l'une des choses les plus dérangées qu'un méchant de Disney ait faites à leur enfant. Et pour aggraver les choses, c'est seulement fait pour qu'elle reste sans ride le plus longtemps possible. Sans penser au fait qu'elle se désintégrerait à l'instant où les cheveux de Réponse seraient coupés, même par accident. Vraiment, Mère ne savait pas mieux ici, mais on pourrait soutenir qu'elle en savait plus qu'Anna lorsqu'elle a essayé d'épouser Hans. Lorsqu'on parle des méchants Disney aux revirements incohérents, Hans est souvent cité en exemple. Il semblait d'abord être un prince Disney classique, ayant un coup de foudre pour Anna et voulant l'épouser rapidement. Malheureusement, ses raisons étaient tout sauf pures. Hans voulait se marier dans la famille royale. Et rien de plus, son plan étant de tuer Elsa, puis d'attendre qu'Anna devienne la reine, pour qu'il puisse devenir le roi. C'est d'accord, c'est en fait un plan vraiment stupide. Pourquoi n'a-t-il pas gardé le secret jusqu'à ce qu'il ait tué Elsa, comme s'il ne pensait pas qu'Anna le dirait à quelqu'un entre-temps? Ce n'est pas important maintenant, il serait bien plus bas sur une échelle de brillance. Pour l'instant, sachez que Hans est un méchant qui mérite une place impardonnable sur notre liste. Si vous avez entendu ou prononcé la déclaration « Mangez les riches », je suis sûr que vous connaissez le prince John de Robin des Bois. Les films Disney ne manquent pas de monarques corrompus, et le prince John est l'un des pires. Il est avide jusqu'à la moelle et garde une emprise ferme sur chaque dernier morceau d'or qu'il obtient avec ses petites pattes avides, même s'il doit taxer excessivement son propre peuple pour l'extorquer. Voler les pauvres pour nourrir les riches, il ne les aidera pas non plus. Pour lui, la famine de masse et le sans-abrisme sont juste des prix nécessaires à payer pour qu'il reste riche. Il ne recevra de nous que la médaille du pêcheur d'avarice et une visite bien méritée de Robin des Bois.
Aux portes du top 20, on retrouve Doris du film Bienvenue chez les Robinson. Le pauvre Goob était si désespéré d'avoir un ami qu'il a accepté sans hésiter un chapeau melon robotique, aveugle au fait que Porte 15 ne voulait l'utiliser que pour ses objectifs ultimes. Alors que tout ce que Goob voulait, c'était se venger de l'homme qui avait ruiné sa vie, Doris voulait l'anarchie totale et complète, emmenant toute son espèce d'invention rejetée dans sa tentative, initialement réussie, de domination mondiale. Bien que Doris soit assez maléfique, en tant que robot, nous doutons qu'elle soit capable d'émotion ou de quelque chose de similaire. Cela ne changera pas le classement bas de Doris sur notre liste, mais nous pensons que les personnages plus ouvertement maléfiques méritent plus d'attention négative dans ce cas. Vers la fin de cette catégorie se trouve le roi Runard, le principal méchant de la Reine des Neiges 2. Le grand-père d'Anna et Elsa est un salaud qui peut essentiellement être blâmé pour la plupart des conflits dans les deux films. Il a trahi la tribu Northuldra, déclenchant une guerre injuste par peur des pouvoirs magiques. La raison de cette peur, c'est simple. Il ne voulait pas que les gens croient qu'il pouvait défier la volonté d'un roi. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il est mort bien avant les événements des films à cause d'une guerre futile qu'il a menée. Tire le levier, Kronk! Oh, attendez, il est bien en arrière. Laisse tomber. Eh bien, Yzma est de retour, et comment? Cette dame âgée, ce spécimen magnifiquement vieilli, est à la fois effrayante et sadique de manière déraisonnable. Elle fera tout pour réussir, de la tentative d'assassinat de son ancien patron odieux pour prendre le trône à l'arnaque de personnes âgées pour profiter d'elle, tout en exploitant Kronk qui tenait à elle. Yzma est une crapule dans tous les sens du terme et ne mérite pas d'être transformée en un si mignon chaton. Comme un moustique ou quelque chose de similaire. J'imagine que beaucoup de gens diraient qu'il devrait être dans notre catégorie la plus basse, mais pour clôturer cette avant-dernière section, nous avons le némésis d'Hercule lui-même, Hadès, avec un tempérament aussi ardent que sa coiffure. Il va sans dire que Hadès n'est pas un gars avec qui vous voulez vous frotter. En tant que dieu des enfers, il mérite aisément une médaille de pêcheur de colère, notamment parce qu'il prévoit de dominer l'univers, laissant les titans semer le chaos et exécuter ses ordres destructeurs. Son plan est l'un des plus destructeurs du lot, et pour aggraver les choses, il était plus qu'heureux de tuer Hercule, un bébé à l'époque, pour le fait qu'il était prévu qu'il se mette en travers de son chemin. Le seul aspect positif d'Hadès est que, malgré sa fourberie, il est disposé à faire des compromis et à tenir parole lors de ses accords, ce qui est surprenant étant donné sa proximité avec le diable. Malgré tout, il a une liste notoire de crimes, allant de la torture de ses serviteurs à la tentative d'infanticide, en passant par le tourment infligé à la famille de Peter Griffin pendant des années. Oh, désolé. Mauvais rôle de James Woods. Retenez que Hadès est un type méchant. Si vous concluez un accord avec lui, assurez-vous d'avoir une Bible et des Reese's Pieces à portée de main. Oh, un morceau de bonbon. Oh, un morceau de bonbon. Aussi bas, littéralement, que Hadès, il est juste en dehors des derniers méchants sur notre liste. Ces individus sont complètement incorrigibles et ne recevront guère de compassion de notre part dans la dernière section. Au numéro 17, oui, vraiment, seulement le numéro 17, nous avons l'ancien gagnant de la médaille d'or du mal, le Chernobog. Le Chernobog est littéralement Satan, du moins le plus proche que les méchants de Disney peuvent prétendre, et ce sociopathe hédoniste fera tout ce qui est nécessaire pour se donner du plaisir chaque fois que c'est nécessaire. Cela conduit à des atrocités indiciblement horribles, et l'absence de toute véritable motivation nous amène à penser qu'il pourrait essentiellement être décrit comme le méchant Disney le plus maléfique objectivement. Mais honnêtement, c'est une conclusion bien trop ennuyeuse. Ennuyeux. Comme ne nous comprenez pas mal, Chernabog est définitivement un antagoniste purement maléfique, mais nous ne savons même pas si ce gars est capable de déterminer si un acte est bon ou mauvais. Ce substitut de Satan semble agir selon ses envies, sans notion de bien ou de mal, apparemment une seule fois par an. Donc cette fois-ci, nous allons donner plus de crédit aux méchants qui pourraient réellement faire quelque chose de mieux avec leur vie. En matière de mal, rien n'est plus évident que la reine maléfique. L'outil dont elle a besoin pour réaliser son rêve de gouverner le monde est une beauté sans égale, qui, tant que Blanche-Neige est là, semble être juste hors de portée. La reine maléfique, désespérée de surpasser Blanche-Neige, la trompe en lui faisant manger une pomme empoisonnée, pensant que cela la rendra plus belle. Eh bien non, pas vraiment. Cependant, leur motivation mesquine et action impardonnable lui ont fait gagner une place encore plus basse sur notre liste. Ensuite, nous avons le méchant emblématique de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Oogie Boogie. Connu comme le type le plus méchant de la ville d'Halloween, Oogie Boogie est une créature déplaisante qui passe tout son temps à pratiquer ses deux passe-temps préférés, le jeu et la torture. Quand le Père Noël tombe entre ses griffes vêtues de sac, il prend tout son temps à se demander comment le tourmenter au mieux avant de finalement lui ôter la vie, n'ayant en tête que le pur plaisir que cela lui procure.
Quand vous êtes craint dans une ville qui est littéralement remplie à ras-bord de monstres, c'est un signe sûr que vous êtes l'un des méchants les plus détestables qui existent. De retour après une bonne dose d'humilité, Jafar est le prochain sur la liste. Ce gars est l'un des méchants Disney les plus sournois qui existent, capable de tromper les gens autour de lui à un tel point qu'il parvient finalement à acquérir les pouvoirs d'un puissant génie. En tant que vizir royal du sultan, il se voyait comme celui qui tire les ficelles. Son seul désir était de renverser son patron, d'épouser sa fille adolescente et de devenir un dirigeant incontestable. Pour aggraver les choses, il maltraite régulièrement Iago, ce qui ironiquement causera sa perte une fois revenu, car Iago réussit à faire tomber sa lampe dans un volcan d'où elle ne reviendra pas. Au moins, il ne reviendra probablement pas de là. Je veux dire, il n'y a aucun moyen qu'il ait survécu à ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Iago va verrouiller les portes. Vient ensuite le sadique Bill Sikes, votre stéréotype du requin de pré-moyen quotidien qui le confirme totalement. Il fera tout pour garder la main sur ses débiteurs, de la torture aux menaces de meurtre. La seule bonne qualité que Sikes montre occasionnellement est l'honneur, car il respecte généralement les accords qu'il conclut avec Fagin, comme lui donner 3 jours pour régler ses dettes. Mais étant donné qu'il était plus que heureux de prendre une petite fille en otage pour s'assurer qu'il serait remboursé, nous ne pouvons pas donner plus de crédit à Sikes pour son honnêteté. Honnêtement, nous sommes probablement déjà trop généreux, mais le reste de ces gars sont vraiment mauvais. On sait qu'on a affaire à des personnages peu recommandables quand même Cruella de Vil manque à l'appel. Avec un nom évident à en inspirer une chanson, Cruella ne désire rien de plus que des fourrures à la mode. Je vénère les fourrures! Elle est tellement tordue qu'elle écorcherait des chiots pour obtenir sa dose de fourrure. Et aussi horrible que cela puisse être, elle est aussi assez lâche pour refuser de faire son propre sale boulot. Je me fiche de la manière dont tu tues la petite bête, mais fais-le! Elle tentera d'acheter les chiots dalmatiens, mais face à la résistance, elle n'hésite pas à engager des heads pour les lui livrer. Cruella est sans aucun doute l'une des plus méchantes, viles et cruelles. Oh, je comprends maintenant. Vilain de Disney, même si ses parents ont été tragiquement tués par des dalmatiens, nous n'offrons à cette braconnière de chiots que du mépris. Oh, et l'histoire des parents? Ouais, non, ce n'est pas une blague. Apparemment, c'est son histoire dans le film, en prise de vue réelle. J'aimerais que ce soit une blague, croyez-moi. Juste au-delà du top 10, on trouve Ursula, la sorcière des mers sadiques de la petite sirène. Un méchant très à la manière d'une marraine la bonne fée, Ursula est toujours prête à conclure un marché avec les créatures moins fortunées de la mer. Elle leur donne un aperçu de leurs plus grands rêves tant qu'ils peuvent remplir les conditions qu'elle décrit, qu'elle s'efforcera ensuite de faire en sorte qu'ils ne puissent pas remplir. Malgré ses grandes ambitions d'usurper le royaume, la plupart des méfaits d'Ursula ne semblent pas directement liés à cet objectif. Pour Ursula, faire souffrir les gens et écraser leurs rêves est plus un passe-temps amusant qu'autre chose. La seule chose qui la sauve de tomber encore plus bas est le fait qu'elle semble réellement apprécier la plupart de ses serviteurs, un exploit dont la plupart des méchants Disney les plus néfastes ne sont pas vraiment capables. D'une sorcière à une autre, Maléfique occupe notre 10e place. Maléfique possède toutes les mauvaises caractéristiques mentionnées précédemment, et plus encore. Narcissique comme la reine Maléfique, elle veut l'adoration du monde entier et maudira quiconque se mettra en travers de son chemin, enfant, royal ou animal. En résumé, Maléfique est maléfique et en est fière, prenant un plaisir sadique à voir les autres souffrir pour se divertir. Sa seule qualité rédemptrice est son affection pour son corbeau, montrant que même les pires méchants peuvent avoir la loyauté de leurs petits compagnons. Dommage que le fourbe Scar ne soit pas assez malin pour retenir cette leçon. Scar est beaucoup de choses, aucune d'entre elles n'est roi, mais plus que tout, c'est le pire frère et oncle que l'on puisse demander. Plutôt que d'être content de sa place dans la famille royale, Scar a toujours voulu plus, ce qui lui vaut facilement la médaille du pêcheur d'envie. Il était tellement désespérément jaloux de devenir roi qu'il était prêt à tuer son propre frère et neveu pour y parvenir. Je serai roi! Reste avec moi. Lorsque seul Mufasa est mort, il a convaincu Simba que c'était de sa faute, et S'il n'y avait pas eu toi, il serait encore en vie. le forçant à l'exil après une tentative d'assassinat contre Simba. Tuez-le, c'est un lâche et un tueur dans l'âme, toujours prêt à tuer quiconque se met en travers de sa quête de pouvoir, et jamais prêt à assumer la moindre responsabilité pour cela. Sa trahison des hyènes qu'il aimait sincèrement et le considérait comme un ami a scellé son destin funeste. Il est devenu leur prochain repas. Scar n'a peut-être pas été un roi, mais au moins il était un repas digne d'un roi. Ensuite, nous avons un gars qui n'a vraiment pas besoin de plus de repas, le gouverneur John Radcliffe de Pocahontas. Regardez simplement ce type, je me sentirais mal de dire que je peux comprendre pourquoi il n'a jamais été le type populaire, mais Radcliffe est un raciste flagrant.
Au début, je pensais que c'était lié à l'âge, mais ensuite j'ai réalisé qu'ils chantent littéralement les paroles. Ils sont différents de nous, donc ils doivent être mauvais. Ils ne sont bons que morts. Eh bien, c'est assez flagrant. Donc ouais, ce gars est juste un raciste dégoûtant. En plus de cela, il fait faire à ces hommes tout le sale boulot de voler de l'or inexistant de l'île pour lui, atteignant un niveau de paresse presque impressionnant, digne de la médaille du centre de la paresse. C'est un être avide, raciste, cruel et répugnant sous tous les aspects, dépourvu de la moindre qualité rédemptrice. Ensuite, nous avons Shan Yu de Mulan, ayant sans aucun doute l'un des plus hauts décomptes de morts dans l'histoire du studio. Shan Yu est le leader des Huns dans Mulan. C'est un homme de guerre impitoyable qui tuera absolument quiconque se met en travers de son chemin, tout cela au nom de l'expansion de son territoire. C'est certainement le personnage dont nous avons le moins à dire à ce stade, car il n'y a aucune allusion à une histoire tragique ni à des motivations globales à mentionner ici, juste un homme monstrueux qui est plus qu'heureux d'utiliser la guerre comme une excuse pour laisser ses instincts les plus violents se déchaîner. Juste en dehors de notre top 5, nous avons Percival McLeach, de la renommée des rescapés du pays de l'enfer. McLeach n'est peut-être pas le méchant le plus mémorable de l'ère de la Renaissance Disney, mais il n'en demeure pas moins horrifique. Sans aucun doute le pire des nombreux braconniers de Disney, Percival McLeach est un braconnier qui traquera les espèces les plus rares pour les vendre à des profits énormes. Il est prêt à utiliser n'importe qui et n'importe quoi comme moyen pour atteindre cet objectif, de son lézard moniteur de compagnie souvent maltraité Johanna à Cody, un enfant littéral qui se trouve savoir où se trouve un oiseau rare. Non seulement il le kidnappe et le retient en otage, mais il laisse entendre qu'il est prêt à le torturer et à le tuer à moins qu'il ne révèle l'emplacement de son chèque de paix. Je veux dire, oiseau, ça... Cet oiseau va me faire riche. Percival est tellement maléfique qu'à la fin du film, il essaie de faire dévorer Cody par des crocodiles pour qu'il ne puisse dire à personne tout ce qu'il a vu. Pour moi, c'est ça le plaisir. Heureusement, il est emporté par la cascade à la place. Je pense sincèrement qu'il méritait pire. Le grand mal peut aussi venir en petits paquets, comme le démontre le professeur Ratigan, le plus grand esprit criminel du monde. Ratigan est l'un de ces méchants qui a au moins l'honnêteté de montrer sa nature maléfique sur son manche. Il prend un véritable plaisir et joie à être aussi horrible, faisant chanter ses sous-fifres criminels des chansons de louanges pour ses crimes. À ce propos, les paroles de ces chansons révèlent qu'il a noyé un grand nombre de veuves et d'orphelins. Ah, mais ne pensez pas qu'il est plus agréable à l'écran. Si vous contrariez Ratigan, comme par exemple en le prenant pour un rat, il n'hésitera pas à appeler son animal de compagnie Felicia pour faire de vous un encas rapide, prouvant ainsi qu'il est à la fois raciste et prêt à utiliser son propre peuple comme bétail. Même si Felicia n'est pas là, le meurtre direct n'est pas exclu non plus, comme le montre son enlèvement d'Olivia et sa trahison de Fidget, qu'il était prêt à laisser pour mort à au moins une occasion. Et cela sans même mentionner le fait qu'il kidnappe un fabricant de jouets pour faire son offre, utilisant la vie de sa propre fille comme levier dans son plan pour tuer la reine et prendre le contrôle de Londres. Vous savez que vous avez un monstre entre les mains quand c'est une réflexion après coup. Ce type est si maléfique que je ne serais pas étonné qu'il ne soit pas un vrai prof. En 4e position, nous avons Bill Cipher, le méchant de la série Gravity Falls et non d'un film. Allez, qui n'aime pas cet homme Dorito gluant et assoiffé de pouvoir? Bill est le mal pur dans tous les sens du terme. Tel le Chernobog, il est prêt à commettre les pires atrocités pour le simple plaisir. Contrairement au Chernobog, Bill est un esprit intelligent qui semble avoir plus en tête que l'hédonisme et le sadisme. Bill Cipher veut déchaîner une terreur pure sur le monde et le remodeler selon ses propres visions tordues. Il correspond également à cet archétype classique de ne pas conclure d'accord avec ce type. Ce n'est pas un homme d'affaires légitime, car même ses alliés occasionnels se retrouveront dans des destins assez horribles, comme la fois où il a possédé le corps de Dipper et a piégé le sien dans une marionnette. Oui, c'est une autre chose à propos de Bill, il n'hésite pas à utiliser des enfants dans ses plans, même si cela signifie de les garder enfermés dans un faux monde de fantaisie pour l'éternité, pour s'assurer que ses plans seront couronnés de succès. Sérieusement, qui fait des choses comme ça? Eh bien, drôle que vous demandiez, la médaille de bronze du mal revient au cocher de Pinocchio. Pinocchio est devenu un vrai garçon et doit maintenant affronter les défis qui accompagnent ce nouveau statut, comme aller à l'école. Mais lorsque cela ne convient pas à Pinocchio, il tombe victime du cocher, un homme qui trompe les garçons vulnérables en les amenant sur l'île des plaisirs, pour les transformer ensuite en ânes et les vendre comme esclaves à divers acheteurs. Le cocher se livre à des enlèvements d'enfants en masse, une forme de transformation qui compterait comme une expérience non éthique et pire encore, à la traite des enfants, même s'ils sont dans des récipients en forme d'âne. Je veux rentrer chez moi auprès de ma maman. C'est un niveau de pure méchanceté que peu de méchants de Disney peuvent même espérer atteindre, mais nous pouvons penser à deux qui ont juste réussi à le surpasser. Cette vidéo vous est présentée par les adhésions au canal Wicked Binge. En soutenant la chaîne par une adhésion, vous pouvez accéder en avance à nos vidéos et bénéficier d'émojis et de badges de fidélité exclusifs aux membres.
En deuxième position dans cet enfer se trouve Claude Frollo, médaillé d'argent du mal. Frollo est probablement le premier méchant qui vient à l'esprit de la plupart des gens quand il s'agit du méchant Disney le plus maléfique ou du moins le plus détesté. Il commence le film en tant que prêtre qui fait exactement le contraire de son devoir, en tant qu'homme de Dieu, tuant une femme de sang-froid et faillit tuer son bébé pour le crime d'être laid, ne se retirant que lorsqu'il réalise « et peut-être que Dieu ne voudrait pas que je tue un nourrisson ». En conséquence, il fait la pire chose en gardant Quasimodo enfermé dans le clocher, privé à jamais d'interaction humaine jusqu'à ce qu'il s'échappe un jour par lui-même. Être un ravisseur d'enfants, un meurtrier et un abuseur psychologique est déjà suffisamment grave, mais attendez de rencontrer Esmeralda pour voir jusqu'où peut aller la cruauté. Frollo, violemment raciste, réalise que la fille gitane n'est pas si mal. Il se résout à brûler la ville pour la trouver et la faire sienne, menaçant de la tuer avec Quasimodo si elle refuse. Sa chanson de méchant épique, bien qu'incroyablement spectaculaire, lui vaut la médaille du pêcheur de luxure car elle se résume essentiellement à Dieu pourquoi ai-je si soif. En somme, Frollo est un incel sadique incapable de surmonter son béguin et son sentiment de supériorité, ce qui en fait facilement l'un des personnages les plus maléfiques de l'histoire de Disney. Il est l'un des rares méchants si maléfiques qu'il n'avait même pas d'acolyte avec qui interagir. Personne ne voulait être à ses côtés. Même Dieu en avait assez de son derrière hypocrite à la fin du film, comme il aurait dû l'être. Mais alors que nous pourrions nous débrouiller pour ne pas couronner le Chernabog comme le méchant le plus maléfique, le roi cornu est le type de personnage qui ne peut être placé nulle part ailleurs que tout en bas de notre liste. Ce gars, regardez-le mec, je n'ai jamais vu un design de personnage qui crie le mal aussi fort, mais nous ne sommes pas là pour juger sur les apparences. Alors, comment est le roi cornu? Eh bien, il n'a aucun sens de la loyauté ni de la compassion, prêt à kidnapper des enfants, des bardes âgées, des gobelins, des animaux, etc. et à les forcer à faire sa volonté. Il n'hésite pas à tuer ceux qui ne lui sont plus utiles. Cependant, il se peut qu'il ait de bonnes intentions dans l'ensemble. Non, le gars veut littéralement s'emparer du chaudron noir pour ressusciter les morts, prendre le contrôle de la terre et devenir un dieu parmi les mortels, ce qu'il avoue être son seul but. Le roi cornu est un monstre sadique et tyrannique qui ne veut rien de plus ou de moins que la domination totale et complète sur les autres, et même une loyauté totale envers lui ne vous sauvera pas d'être maltraité et finalement trahi par lui. Il est tellement maléfique que même le chaudron noir lui-même le détestait, et il a été aspiré par celui-ci sans raison apparente à la fin. Ce qui lui manque en motivation et en complexité, le roi cornu le compense largement avec exactement ce que nous jugeons aujourd'hui, le mal pur et inégalé. Maléfique.